C'est l'heure de l'actualité sur la TV7. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Au sommaire de cette édition Diplomatie, pour une nouvelle fois, le Togo va servir de médiateur. Le pays a été sollicité par les autorités nigériennes pour travailler aux côtés des États-Unis, ceci afin d'assurer un retrait sécurisé des troupes françaises du territoire nigérien. Puis, en soutien à l'agriculture togolaise et à celle de plusieurs autres pays de la sous-région ouest africaine, la Banque mondiale et le groupe marocain OCP ont formé un partenariat. Les précisions sur les intérêts pour les pays bénéficiaires dans un instant. Au-delà de nos frontières, en République démocratique du Congo, la MONUSCO, en collaboration avec les FARDC, a annoncé le lancement d'une nouvelle opération conjointe dénommée Springbok. L'initiative est destinée à protéger la population contre les rebelles du M23. Nous y reviendrons. Puis en Algérie, ce mardi, le tribunal de Constantine a condamné à 10 ans de prison par contumace l'opposante franco-algérienne Amira Bonraoui et à 6 mois ferme le journaliste Moustapha Benjama, accusé de l'avoir aidé à s'enfuir en France. D'autres précisions sur le sujet à suivre. C'est tout pour les titres de ce soir. Nous passons aux précisions tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Après le Mali, le Togo est sollicité par le Niger pour bénéficier de sa médiation dans la résolution de sa crise. Le pays a été désigné hier à Lomé par les nouvelles autorités du Niger. Il travaillera en collaboration avec les États-Unis pour assurer un retrait sécurisé des troupes françaises du territoire nigérien. On écoute les précisions avec ce récit signé Kofi Clégué. Après le Mali, le Togo se positionne comme garant de la sécurité du Niger dans le retrait des troupes étrangères du pays. La demande de l'implication du Togo dans la résolution pacifique et définitive de la crise nigérienne a été formulée par les nouvelles autorités du Niger à Lomé ce lundi 6 novembre. Le rôle que devra jouer le Togo, c'est d'amener les protagonistes à trouver un terrain d'entente pour une issue heureuse. Il est appelé à jouer ce rôle avec la collaboration des États-Unis d'Amérique. Un groupe de soutien à la transition au Niger sera aussi créé à cet effet. Il servira de cadre de concertation pour les USA et le Togo. Ce groupe sera placé sous l'égide de l'Alliance politique africaine, un cadre de coopération renforcé. Concrètement, il s'agit pour le Togo et les USA de définir les contours du retrait sécurisé des forces françaises. Depuis octobre, Paris a entamé son processus de désengagement de ses troupes au Niger. Il convient de rappeler que ce soit dans le cas du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Tchad, du Soudan, le Togo s'est montré pacifiste suite au coup d'État. Les contacts initiés par Lomé ont été concluants. Quant aux États-Unis, ils pensent aussi que la position de Lomé mérite leur alignement. Le Togo, le Bénin et le Burkina Faso viennent de lancer la deuxième phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans leur zone transfrontalière. L'idée est de mettre en place une synergie d'action des efforts pour améliorer la résilience des populations frontalières face aux conflits communautaires et face à l'extrémisme violent. Les précisions de Promise Pomebe à travers la voix de Kofi Clégué. En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso lancent la seconde phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones transfrontalières. L'objectif reste celui de renforcer la cohésion sociale et améliorer la résilience des populations des zones affectées. La première phase, débutée en 2020, malgré les quelques progrès qu'elle a permis de connaître, n'a pas cependant réussi à mettre fin aux fragilités qui rendent ces zones vulnérables. La faible présence de l'État, la dégradation de la situation sécuritaire, la recrudescence des conflits communautaires, l'absence d'opportunités pour les femmes et les jeunes persistent et l'on devra opter pour une approche actualisée, intégrée et coordonnée. Il est question dans un premier temps de renforcer les mécanismes endogènes de prévention et la réponse aux conflits communautaires au niveau local et transfrontalier. En second lieu, le programme prendra en compte le renforcement de la résilience socio-économique des femmes et des jeunes. L'on devra capitaliser sur les quelques acquis de la première phase, comme les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits,
et œuvrer pour des avancées dans la mise en œuvre d'une politique d'instauration d'une société pacifique, juste et inclusive, libérée de la peur et de la violence. Cette phase de l'initiative bénéficie d'un financement d'environ 5 500 000 $ du Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers l'OIM et le PNUD pour une durée d'exécution de 2 ans. La promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales se poursuit au Togo. Dans ce sens, la lutte contre la corruption a été au cœur d'une campagne de sensibilisation étalée sur une période de 4 mois. L'initiative étant arrivée à terme, des recommandations ont été formulées à l'endroit des cadres et des autorités de différentes communes. On fait le point sur l'initiative avec ce reportage signé Jessica Rallo. Le gouvernement togolais vient de terminer une campagne de sensibilisation de 4 mois contre la corruption. Plus de 20 000 participants ont été impliqués dans cette campagne nationale, principalement des cadres municipaux des 117 communes du pays. L'objectif était de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales. La coopération allemande à travers la GIZ soutient et encourage cette initiative gouvernementale. À la fin de cette tournée, plusieurs recommandations ont été faites aux cadres et aux autorités des différentes communes à destination du gouvernement et de la haute autorité. Il est important de souligner que le gouvernement togolais a récemment mis en place une stratégie quinquennale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions similaires. Cette stratégie, qui couvre la période 2023-2027, repose sur 3 axes: le renforcement du cadre juridique et institutionnel, la mobilisation de la population et des actions visant à renforcer l'intégrité et la transparence au sein de l'administration publique. Toutes ces actions témoignent de la détermination du gouvernement togolais à améliorer la gestion des collectivités territoriales. En résumé, la campagne de sensibilisation contre la corruption au Togo s'est achevée après 4 mois d'efforts. Le gouvernement togolais a établi une stratégie quinquennale pour prévenir et lutter contre la corruption en mettant l'accent sur le renforcement du cadre juridique, la mobilisation de la population et l'amélioration de l'intégrité et de la transparence dans l'administration publique. Ces actions témoignent de la volonté du gouvernement de promouvoir une gestion plus efficace des collectivités territoriales. Pour une énième fois, un réseau de cambrioleurs a été démantelé par la Direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. Il s'agit d'un groupe de 5 personnes dont les opérations sont pensées et planifiées par 3 autres détenus à la prison civile de Lomé. Le point sur la situation dans ce reportage. Un réseau de 5 voleurs, dont 3 récidivistes, a été présenté à la presse le vendredi 3 novembre 2023 à Lomé. L'affaire a commencé dans la nuit du 17 octobre 2023 lorsque la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, a réussi à démanteler le réseau criminel. Parmi ces individus, 3 étaient des récidivistes provenant de la prison civile de Lomé. Selon le commissaire Labrenifo, voici le récit des événements. Une équipe de patrouille de la Marine nationale a appréhendé un groupe de 4 individus suspects dans le quartier Kagomé, dans la zone portuaire, durant la nuit du 12 au 13 avril 2023. 3 d'entre eux ont réussi à prendre la fuite, laissant derrière eux des Glo Kojo Bogar qui transportaient un coffre-fort dissimulé dans un sac sur sa moto. Le coffre-fort contenait une somme de 50 millions de francs CFA et des documents personnels de la victime. Deglo Kojo Bogar a été remis à la brigade spéciale du port, mais il a affirmé ne pas connaître les autres membres du réseau qui étaient en fuite. Les enquêtes ont duré plusieurs mois, aboutissant à l'arrestation des 2 autres personnes appartenant au même réseau 4 mois plus tard. Ces individus ont été impliqués dans une autre affaire de vol aggravé et d'appartenance à un groupe de malfaiteurs. Il a également été découvert que les 3 détenus de la prison civile de Lomé étaient les cerveaux derrière les cambriolages, y compris celui d'Avril. La police nationale appelle la population à redoubler de vigilance et assure qu'elle est déterminée à travailler pour un environnement de vie plus sûr.
Avec un plan d'action fondé sur 7 principes fondamentaux, l'UNESCO a annoncé s'engager contre la désinformation et la haine en ligne. Le document contient des propositions concrètes adressées aux plateformes, au gouvernement, mais également à différents autres acteurs. Les détails sur l'initiative avec ce reportage de Gloire Lodonou et de Nadège Arlia. La désinformation et les discours de haine en ligne sont devenus des menaces majeures pour la vie en société et la stabilité selon Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. Pour y faire face, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a dévoilé lundi son plan d'action pour réguler les médias sociaux, fruit d'une vaste concertation mondiale et appuyé par une enquête d'opinion mondiale. Ainsi, face à la désinformation et la haine en ligne sur les plateformes et réseaux sociaux, l'UNESCO dévoile son plan d'action. Il s'articule de 7 principes fondamentaux. Ces derniers visent à garantir le respect des droits humains, la mise en place de régulateurs indépendants, la transparence des algorithmes, la modération des contenus, l'intégrité électorale, la gestion des situations d'urgence et la diversité culturelle. L'UNESCO propose donc des mesures concrètes à mettre en œuvre par toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, les autorités de régulation, la société civile et les plateformes elles-mêmes. Parmi ces mesures, l'on retrouve l'obligation pour les plateformes de se doter d'équipes de modérateurs qualifiés en nombre suffisant et parlant toutes les langues principales de leurs médias sociaux afin de pouvoir effectuer un contrôle fiable et efficace des contenus mis en ligne. Le plan d'action prévoit également que l'UNESCO accompagne ses États membres pour qu'ils transposent ce plan d'action dans leurs droits et leurs réglementations. L'organisation va aussi tenir mi-2024 la première conférence mondiale des régulateurs afin de renforcer la coopération internationale dans ce domaine. L'UNESCO espère ainsi contribuer à créer un Internet de confiance où l'information soit fiable, où la liberté d'expression soit préservée et où les droits humains soient respectés. La Banque mondiale et le groupe marocain OCP viennent de signer un partenariat, ceci pour soutenir les agriculteurs au Togo, mais également dans d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Ce soutien va principalement porter sur l'amélioration de la santé des sols des pays bénéficiaires, mais également va contribuer à renforcer les capacités agricoles de ces différents pays. Le point sur l'initiative avec ce reportage signé Jessica Rallo. La Banque mondiale et le groupe marocain OCP ont récemment annoncé un partenariat visant à soutenir les agriculteurs au Togo et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Cette initiative fait suite à la première opération de financement des politiques de développement du Togo par la Banque mondiale d'un montant de 150 millions de dollars en septembre. Conformément à la déclaration de Lomé adoptée par les pays membres de la CEDEAO en mai, ce partenariat vise à bénéficier à 5 millions d'agriculteurs au Togo, en Guinée, au Mali et au Bénin, couvrant 10 millions d'hectares. Les domaines de coopération incluent l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols, la création de centres de technologie et de services agricoles, le lancement d'un programme d'écoles numériques d'agriculture, le renforcement des capacités de la CEDEAO et le soutien à la création de centres régionaux pour la santé des sols et la gestion de la fertilité en Afrique de l'Ouest. Ce centre sera hébergé par l'Institut international d'agriculture tropicale. Les deux institutions réaffirment leur engagement envers les objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier l'ODD 2 sur la faim et la sécurité alimentaire ainsi que l'ODD 13 sur le changement climatique. Selon le président directeur général du groupe OCP, Moustapha Terab, ces projets constituent une étape importante pour libérer le potentiel de l'Afrique en matière de sécurité alimentaire mondiale. L'objectif est de promouvoir une transition agricole juste et durable en élargissant l'accès des agriculteurs d'Afrique de l'Ouest à des engrais spécialement conçus pour nourrir le sol et améliorer les rendements agricoles. Cela permettra d'accroître les sources de revenus des agriculteurs, contribuant ainsi au développement et à la prospérité de l'Afrique. Ce partenariat témoigne de l'engagement des deux institutions envers les ODD des Nations Unies et leur volonté de soutenir la sécurité
sécurité alimentaire et de faire face aux défis du changement climatique dans la région. Au-delà de nos frontières à présent, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, saisie par les avocats de l'opposant Ousmane Sonko, a annoncé rendre sa décision sur la réintégration de l'opposant sénégalais sur les listes électorales le 17 novembre prochain. Une liste dont dépend la candidature de l'opposant à la présidentielle de 2024 et dont il en avait été radié par le gouvernement sénégalais. Mais le 12 octobre dernier, cette radiation avait été annulée par un juge de Ziguinchor. Cependant, le ministère de l'Intérieur refuse jusqu'alors de délivrer à Ousmane Sonko les fiches officielles qui lui permettront de recueillir ses parrainages, une étape nécessaire au dépôt de candidature. Le ministère sénégalais argumente du caractère non définitif de la décision du juge frappé de recours de l'État. La Cour suprême, par ailleurs, doit examiner ce recours le 17 novembre prochain. Quittons le Sénégal pour la République démocratique du Congo. Springbok, c'est le nom de la nouvelle stratégie conjointement déployée par les FARDC et les soldats de la MONUSCO pour protéger les populations victimes des violences meurtrières perpétrées par les forces rebelles du M23. Les précisions. Avec les FARDC, la MONUSCO a organisé lundi un déplacement pour la presse depuis Goma jusqu'à Saké, à environ 30 km de la capitale provinciale du Nord Kivu. Objectif, annoncer le lancement d'une opération conjointe dénommée Springbok, destinée à protéger la population contre les rebelles du M23. Nous sommes pleinement engagés à protéger les citoyens de la RDC et tous les soldats qui sont déployés ici. Ils sont ici à l'extérieur de leur base parce qu'ils sont prêts à mourir si nécessaire pour protéger la population de ce pays. Le lancement de cette force intervient au moment où des appels se multiplient en RDC pour appeler au départ de la MONUSCO. Le gouvernement congolais souhaite lui aussi un départ accéléré de la MONUSCO dès décembre prochain. Comme vient de dire le commandant, nous ne pouvons pas partir et laisser le peuple de Goma et tous les Congolais en particulier dans une situation d'insécurité. Nous allons assurer la sécurité jusqu'à la dernière minute avant de partir. Nous sommes main dans la main pour assurer la sécurité du peuple de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas les abandonner. L'annonce du lancement de l'opération Springbok a surpris et a été accueillie avec scepticisme à Goma, dont les habitants demandent à l'armée congolaise de passer à l'offensive et de chasser le M23 du Nord Kivu. Goma qui vit sous menace permanente depuis un temps, ce n'est pas aujourd'hui que la MONUSCO veut se racheter ou racheter sa confiance vis-à-vis de la population. On est très déçus de voir les FARDC accepter ou nos institutions accepter naïvement cette nouvelle offre de la MONUSCO, alors que cette MONUSCO, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là et n'a pas pu apporter la solution au problème de la sécurité des Congolais. Le mouvement citoyen La Loucha a encore appelé lundi à un sit-in mercredi dans la ville de Goma pour réclamer le départ de la mission de l'ONU et de la force d'Afrique de l'Est. Et pendant ce temps, la situation sécuritaire continue par se dégrader dans l'ouest du Cameroun. Et pour preuve, hier, une vingtaine de personnes, dont principalement des femmes et des enfants, ont péri dans une nouvelle attaque perpétrée par des séparatistes anglophones. On voit cela dans le reportage qui suit. Une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi dans l'attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité. Cette tuerie laisse encore sous le choc les habitants du petit village d'Egbekao. En plus des morts, 10 personnes grièvement blessées seraient à l'hôpital, selon un haut responsable de l'administration de la région. Les terroristes sont arrivés très tôt le matin et ont attaqué la population, les civils. Nous sommes vraiment stupéfaits de voir cela. Et le bilan que nous venons de dresser montre que nous avons enregistré une vingtaine de personnes tuées. Début juillet, Amnesty International avait de nouveau signalé des atrocités dont sont victimes les civils, des homicides, y compris de femmes et d'enfants, des tortures et des viols, perpétrés par les séparatistes armés comme par des membres des forces de sécurité. Les forces de l'ordre sont sur le terrain pour calmer la situation.
Et les recherches se poursuivent afin que les terroristes qui ont perpétré ces actes barbares soient arrêtés et poursuivis. Ces séparatistes anglophones qui se font appeler les ambazoniens s'attaquent fréquemment à des civils qu'ils accusent de collaborer avec Yaoundé. Le conflit fait suite à une violente répression de la part du chef de l'État Paul Biya sur des manifestants pacifiques anglophones qui s'estimaient marginalisés par le pouvoir central dans cette ancienne colonie française. La journée du 13 novembre prochain est officiellement déclarée fériée sur l'ensemble du territoire kényan. Cette décision inattendue a été prise par les autorités du pays et devrait servir de journée de reboisement dans tout le pays. Les précisions avec ce reportage. Le gouvernement kényan a annoncé un jour férié inattendu le 13 novembre dédié à la plantation d'arbres dans tout le pays, dans le cadre de son ambitieux plan visant à planter 15 milliards d'arbres d'ici à 2032. Le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki a fait cette annonce sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Le gouvernement a déclaré un jour férié spécial lundi 13 novembre 2023, au cours duquel le public dans tout le pays devra planter des arbres en guise de contribution patriotique aux efforts nationaux visant à sauver notre pays des effets dévastateurs du changement climatique, a déclaré M. Kindiki. La couverture forestière du Kenya est actuellement d'environ 7%, mais le gouvernement a mis de côté plus de 80 millions de dollars pour l'exercice en cours, dans le but de porter la couverture forestière à 10%. Le président Ruto a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence en septembre 2022. Et ce mardi, le verdict est tombé pour l'opposante franco-algérienne Amira Bonraoui et le journaliste Moustapha Benjama, accusés d'avoir prêté main forte à l'opposante lors de sa fuite vers la France. Elle est condamnée à 10 ans de prison par contumace alors que son complice en a pris 6 mois ferme. L'opposante franco-algérienne Amira Bonraoui est condamnée à 10 ans de prison par contumace et le journaliste Moustapha Benjama à 6 mois ferme pour l'avoir aidé à s'enfuir en France. Le tribunal de Constantine a rendu publique la décision ce mardi en fin de matinée. À 46 ans, la médecin de formation était jugée en première instance pour sortie illégale du territoire après avoir franchi la frontière entre l'Algérie et la Tunisie le 3 février. Bravant ainsi une interdiction de sortie avant d'être interpellée à Tunis alors qu'elle tentait d'embarquer vers Paris. La militante avait finalement pu s'envoler vers la France 3 jours plus tard, malgré une tentative des autorités tunisiennes de la renvoyer en Algérie. Alger avait qualifié sa fuite d'exfiltration illégale menée à l'aide de personnel diplomatique et sécuritaire français et avait rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. Cette brouille diplomatique s'était résorbée en mars dernier. Amira Bonraoui s'est fait connaître en 2014 par son engagement dans le mouvement Barakat contre le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika avant de s'engager dans le mouvement de protestation pro-démocratie Irak. Puis conflit israélo-palestinien à présent, un mois exactement après l'attaque d'Israël par le Hamas à 10 022 personnes, en majorité des civils dont plus de 4 000 enfants ont été tués dans la bande de Gaza par les bombardements israéliens. C'est là le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Côté israélien, au moins 1400 personnes sont déclarées mortes, essentiellement des civils tués le jour de l'attaque du Hamas et plus de 240 otages ont été enlevés, alors qu'au moins 30 soldats ont été tués depuis le début de l'opération terrestre, informe l'armée israélienne. Il n'y aura pas cependant de cessez-le-feu et de cessez-le-feu général à Gaza sans la libération de nos otages, a déclaré Benjamin Netanyahou dans un entretien télévisé avec ABC News, au cours duquel il a également affirmé qu'Israël prendra pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité à Gaza après la guerre. C'est tout pour l'actualité de ce soir. On s'arrête là. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée et d'ici là, portez-vous bien.